Vous écoutez Sans détour, le podcast de Géminem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. On fait n'importe quoi, mais on le fait pour toi. Tel est le slogan du site coca.ch, lancé en 2005 par Pascal Meyer au fond d'un garage, que tout le monde connaît bien aujourd'hui. La plateforme est devenue nationale, elle compte plus de 200 employés qui chaque jour œuvrent pour le bien de la communauté des Caucasiennes et des Caucasiens. Pascal nous raconte comment et pourquoi il a démarré cette aventure avec comme base l'envie de partager et d'échanger tout en ayant du fun. Il nous explique également quels sont les enjeux pour la faire durer dans le temps et sur l'importance de faire adhérer toutes les personnes actives au sein de coca.ch vers la même vision et avec les mêmes valeurs. Il revient également sur les premières embauches des personnes clés qui vont l'aider et l'accompagner dans cette magnifique success stories. On parle vision, OKR, verre à moitié plein, envie et feedback. Et alors c'est qui Pascal Meyer ? C'est quelqu'un qui a 42 ans, qui est marié, qui a une fille, qui a toujours été passionné par le monde de l'informatique et du digital. D'ailleurs, j'ai une formation qui part de là, en tant que concepteur multimédia à l'époque. Et puis, c'est quelqu'un qui, je pense, a un côté très passionné dans ce qu'il entreprend et ce qu'il fait. Coca.ch, ça a commencé comment ? Alors, ça a commencé en décembre 2005, au fond d'un garage, qui est une histoire vraie, à la Tour de Paix, où je m'étais associé avec la femme de mon ancien boss, qui, elle, avait des compétences que moi, je n'avais pas du tout au niveau de la finance, comptabilité, et qui a mis à disposition son garage pour qu'on puisse recevoir la marchandise, faire les colis, etc., etc. La première version de coca.ch, c'était déjà un site comme il est aujourd'hui ? Alors, c'était déjà un site communautaire. Il y avait cette volonté, en tout cas, de stimuler ça, mais alors avec des fonctionnalités beaucoup plus basiques. Mais la philosophie était là, l'idée de partage, d'échange a toujours été présente. Et puis ça, c'est quelque chose qui pour moi, a toujours été essentiel. Et c'était quoi le premier objet que tu as vendu ? Le premier objet que j'ai vendu, c'était un lecteur MP3 avec, sauf erreur, 128 mégas de mémoire qui se transformait en clé USB pour justement charger la musique dessus. Et qui était vendu, sauf erreur, à 89 francs. Et je crois qu'on en avait vendu 25 exemplaires et c'était la fête. Pourquoi tu as démarré Coca ? Alors en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est comme dans mon job précédent, je voyageais beaucoup, j'avais vu en fait aux États-Unis un concept qui proposait un produit par jour. Et j'avais essayé de contacter les Américains qui proposaient la plateforme. Et ils m'ont dit non, écoutez, l'Europe, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et puis bonne chance à vous. Et du coup, je me suis dit que de juste copier une idée, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc on a adapté en fait avec un esprit beaucoup plus d'échange et puis de démarrer aussi avec une approche qui soit de le faire entre potes, c'est-à-dire pas de marketing, vu qu'en plus de ça, en parallèle, j'avais fait un pari avec mon prof de marketing pour lui dire, écoutez, je pense qu'on peut monter une boîte sans mettre de marketing standard, et puis voilà un petit peu comment ça a démarré. Tu parles de marketing. Parle-nous un peu du choix du nom et puis parle-nous un peu de la philosophie de communication de Coca. Alors le choix du nom, c'était justement mon background qui est vraiment lié à l'informatique. C'était de montrer qu'en fait, on pouvait, avec un nom qu'on connaît d'une certaine façon, en tout cas en français, qui nous semble familier, avoir quelque chose qui présente autre chose. C'est la partie fun. Et puis l'autre partie assez drôle, c'est que comme j'avais toutes les orthographes possibles de Coca, donc COCA, KOK, QOQA.ch, j'étais pas obligé de dire aux gens aller sur QOQA, ce qui est très compliqué, en tout cas en français, d'avoir des lettres qui se suivent, deux Q dans un mot de 4 lettres. Et l'idée, c'était de dire, on va se marrer en faisant en sorte que les gens puissent peut-être apprendre à l'écrire autrement, mais sans aucune arrogance, juste pour le fun. C'était vraiment le côté décalé de se marrer et puis de démarrer avec un mot qui nous semble en tout cas connu et puis de l'orthographier différemment puis de faire un truc qui soit fun. Donc tu as démarré avec, comme tu l'as parié, avec 0 francs, 0 centimes quasiment. Tout à fait, c'était une SARL avec 10 000 francs en cash et 10 000 francs l'apport en nature. Donc c'était vraiment de démarrer au plus bas du plus bas. Et comment tu as fait pour trouver un équilibre entre une vie de famille et cette vie d'entrepreneur très prenante? Alors, pour moi, c'était d'autant plus compliqué car au début, je faisais ça en parallèle de mon job. Donc, j'avais, pour ainsi dire, quasiment pas
on va dire de vie de famille, mais comme je faisais ça pour me marrer, j'arrivais à trouver un équilibre entre le sport, mon ami de l'époque, et puis le fait de me marrer à proposer des produits sur Coca et le boulot. Donc j'arrivais à concilier un peu tout ça. Et puis après 4 ans, quand je me suis mis à 100% pour Coca, c'est clair qu'au début, on attache beaucoup d'importance à passer beaucoup de temps pour faire les choses correctement. Puis après, on passe à une phase où on s'entoure et puis on commence à apprendre à déléguer et à avoir justement des gens autour de nous qui deviennent des piliers pour justement nous aider à développer. Et c'est là où c'est intéressant parce que il y a un sentiment de confiance qui doit être revu et on se rend compte que quand on fait confiance, on avance beaucoup plus vite, même si c'est pas toujours de la façon dont on aurait imaginé et on va vachement loin. Et ça, j'ai trouvé que c'était en tout cas une expérience ou une learning curve, comme disent les anglo-saxons, qui était fortement intéressante. Comment tu as fait pour les sélectionner, ces premiers profils? Alors, moi, je suis pas trop CV, je suis plus à l'instinct et à dire aux gens, écoute, viens, teste, tu fais 1-2 semaines avec nous, si ça te plaît, puis ça nous plaît, on va de l'avant, et puis si ça te convient pas, il n'y a pas de problème, on se quitte de bons amis. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu l'opportunité ou la grande chance de peu me tromper au départ, ce qui fait que après, quand tu as une bonne base, ça permet aussi d'avoir cette bonne base qui va sélectionner d'autres bonnes personnes, et puis ça te permet de grandir de manière organique avec des personnes qui partagent la même philosophie. Donc les premiers talents que tu recrutes, c'était des gens qui étaient dans ton premier cercle ou c'était des gens qui étaient au-delà? Il y avait un peu de tout. C'est vraiment plus des gens qui avaient envie de faire, en fait, des gens qui avaient envie de se bouger, d'avancer, de vraiment entreprendre aussi. Et qui avait envie de faire évoluer le projet dans la même direction que moi. Et c'est ça finalement le plus dur, c'est de trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs et puis qui soient capables de te challenger aussi, puis de dire non, là c'est faux, tu dois pas faire ça comme ça. Donc on a toujours été partisans de dire s'il y a 2 personnes contre une, c'est la majorité qui l'emporte, mais on avance. Et ça m'a beaucoup aidé pour évoluer. On t'entend souvent t'exprimer par rapport à cette gestion à plat ou cette gestion de responsabilisation de tes collègues ou des gens qui travaillent avec toi. C'est venu spontanément ou c'est quelque chose que tu avais imaginé déjà avant Coca? Naturellement, on a toujours été dans une démarche où on disait aux gens autour de nous, mais en fait, pose pas de questions, fais. Puis si tu te plantes, c'est pas grave. Je préfère ça plutôt que de pas faire. Donc de laisser une grande autonomie aux gens, je pense que c'est une des choses et une des valeurs qui pour moi était intéressante. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie, et puis je peux comprendre totalement, mais on collabore quand même tous ensemble. Mais de laisser l'espace aux gens pour éclore, ça a toujours été une des bases de Coca. Après, le fait d'appliquer une méthodologie comme l'holacratie aujourd'hui, ça permet simplement d'avoir un outil qui centralise toutes les infos parce qu'on est suffisamment grand, et puis de rétablir à nouveau, parce qu'on a beaucoup grandi, donc de nouveau redonner le spirit, puis de dire, oubliez pas que si vous vous sentez de faire quelque chose, vous avez autorité pour le faire, et puis n'hésitez pas à le faire. Donc c'est vraiment de remettre ça avec une méthodologie qui permette aussi de mieux communiquer. Et puis ça, pour nous, ça a été bénéfique. Donc ça marche aussi bien sur un modèle tout petit, à 5-10, qu'à 200 aujourd'hui. Tout à fait. Alors quand tu es 5-10, ce qui est cool, c'est que tu es dans le même bureau, tu te retrouves à midi pour le même barbecue, donc tu échanges autour du même verre de vin. Il y a un réel échange qui se fait. Quand tu es 200, il faut organiser les choses un petit peu différemment. Mais l'idée, c'est de surtout pas perdre ce côté familial, ce côté cool, et puis de laisser l'autonomie aux gens. Alors peut-être que ça peut être par équipe, ça peut être par cercle, ça peut être... et c'est ça qu'il faut stimuler. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. À la base de Coca, tu nous as dit qu'il y avait cette volonté de partage et autres. Il y avait déjà l'idée de créer une communauté? Alors il y a toujours eu cette volonté de créer une communauté, mais on n'avait pas peut-être les outils qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qui a marqué, je dirais, un des points forts de Coca, c'est de dire on veut pas faire de marketing traditionnel. Donc on a pendant longtemps pas du tout fait de marketing traditionnel, et c'était le bouche à oreille et éventuellement le relais média si on était assez bon par le produit qu'on allait proposer ou par peut-être le buzz que le produit allait générer. Donc ça c'est pour nous des éléments, on va dire que c'est notre marketing à nous, parce qu'aujourd'hui c'est vu comme du marketing. À l'époque ça l'était pas. Aujourd'hui ça l'est vu comme ça. Donc c'était vraiment d'avoir notre carte de visite, d'avoir notre façon de faire qui était différente des autres, et puis de casser certains codes, et puis surtout de démocratiser l'accès à certaines choses qui étaient peut-être pas accessibles pour monsieur et madame tout le monde.
Et aujourd'hui, c'est toujours le cas? Alors aujourd'hui, c'est encore plus le cas parce qu'on essaie vraiment de se diriger encore plus dans cette direction-là, mais il faut se réinventer parce que le marché, il évolue. Donc Coca va aussi subir un gros changement dans les mois, voire années à venir, où on veut encore plus renforcer cet aspect communautaire. Pour moi, j'ai toujours dit, un bon caucasien, c'est pas la personne qui vient acheter sur la plateforme, c'est la personne qui vient participer, qui vient se renseigner, qui vient échanger. Ça, pour moi, c'est une valeur qui est beaucoup plus grande que d'avoir quelqu'un qui achète chaque jour ou chaque semaine. Je pense que le concept de pousser en fait ce côté communautaire est beaucoup plus fort et beaucoup plus long terme que d'être focalisé que sur la partie vente. Donc à quoi ressemble un caucasien? Alors pour moi, un caucasien ou une caucasienne, c'est une personne qui a envie vraiment d'échanger. Donc qui vient sur la plateforme, qui échange, qui se marre parce qu'elle vient et puis elle se dit le mot du jour il est drôle, mais qui tire aussi quelque chose, qui vient et puis qui dit chouette, je vais pouvoir peut-être poser une question, je vais pouvoir participer à un test d'un produit. C'est vraiment la personne qui va échanger. Alors c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas une tranche d'âge. C'est ce que je veux éviter, c'est le profiling, de dire voilà, on veut viser les gens de tel âge, machin, etc. Ce que je veux, c'est que ce soit une surprise pour monsieur et madame tout le monde. Et puis ça, c'est ce qui fait aussi l'unicité de Coca, c'est que un jour tu vas avoir un produit qui est de grande consommation comme je sais pas moi des Pampers ou un rasoir, puis le lendemain tu vas avoir un produit auquel tu n'aurais pas du tout pensé, puis tu vas dire c'est drôle, c'est intéressant de voir ça existe, ou bien ça peut mettre en avant un entrepreneur, ça peut mettre en avant une œuvre caritative, ça peut mettre en avant un projet nouveau, ça peut démocratiser l'accès par exemple au concept de tokenisation. Enfin toutes ces choses là, c'est des choses qu'on aime bien toucher. Et pourquoi c'est si important d'avoir une communauté qui est forte? Parce qu'en fait, le fait d'avoir une communauté qui s'identifie, qui est aussi forte, permet aussi d'avancer et de grandir vachement plus vite. Si tu as une communauté qui est juste ce que d'autres personnes appellent des clients, la relation elle est pas du tout pareille. Tu peux pas offrir le même niveau de service, tu peux pas offrir le même échange, tu peux pas grandir aussi vite parce que ta communauté, mine de rien, par ses critiques positives ou négatives, elle te permet vraiment de grandir et puis d'avoir justement une direction où aller et de les impliquer aussi dans ce que tu vas élaborer. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est plus que capital. Et comment on arrive à l'écouter, cette communauté aujourd'hui? Alors ça passe par, on a plusieurs outils, nous, de notre côté, mais on a notre propre forum où les gens s'expriment très volontiers. On a les réseaux sociaux, donc ça peut être autant un vieux réseau comme Facebook ou bien comme Instagram que TikTok ou d'autres biais où les gens vont pouvoir justement s'exprimer et puis de consolider cette information-là puis de dire voilà, la tendance elle est plutôt d'aller là, ça vaut la peine de le faire, ou de contacter une certaine partie de cette communauté pour tester quelque chose puis avoir son feedback. C'est aussi quelque chose qu'on pratique et qui est fort intéressant et qui permet vraiment d'aller dans une bonne direction. Beaucoup de sites internet, c'est toujours le fameux CAC, le coût d'acquisition client en échange de la lifetime value. Sur Coca, vous dépensez de l'argent sur des plateformes, que ce soit sur des ads, pour acquérir des nouveaux clients? Alors on le fait du côté suisse alémanique, notamment parce qu'on est obligé de le faire du côté suisse alémanique, parce qu'on a de la peine à faire comprendre notre identité, parce qu'on n'est pas encore au clair sur comment on veut communiquer. Donc on utilise en fait cette façon de faire, même si moi je suis complètement contre, mais c'est le seul moyen finalement d'attirer je dirais la personne qui est suisse alémanique et qui a déjà eu pléthore de propositions et puis qui doit comprendre que Coca est différent. Donc on est obligé d'utiliser ce canal-là et ça fonctionne relativement bien. L'idée de ton headquarter ici, c'est de créer une communauté cette fois bien réelle et vivante, c'est ça? L'idée, c'est aussi d'avoir un endroit de rencontre, un point de chute aussi pour notre communauté, qui soit physique, puis que les gens qui veulent venir nous rencontrer puissent vivre dans cet écosystème, et puis aussi encore mieux comprendre nos valeurs, et puis se dire, ah ouais, les gaillards, derrière, c'est sérieux, quoi. Je veux dire, quand on me dit qu'on m'invite pour boire une bière ou pour boire un thé froid, quand je viens, il y a vraiment tout ça, et derrière, il y a un écosystème qui est intéressant. Donc c'est aussi parce que derrière, on a envie de montrer que, pour nous, c'est important de partager certaines valeurs, et puis de pouvoir échanger concrètement avec cette communauté, puis dire voilà, on est réel, quoi, on existe, c'est pas parce qu'on est sur du digital qu'on n'est pas proche de notre communauté. Alors on était déjà très proche, malgré le fait qu'on soit 100% digital. Là, ça va permettre de recréer encore un lien plus fort avec le monde physique. Moi, je suis très sensible à un sujet, c'est les entreprises qui durent dans le temps.
Comment tu vois, comment tu imagines Coca dans plusieurs années? Comment tu penses la faire perdurer au fil des années? Alors, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre aujourd'hui parce que nous, quand on parle de vision, on parle de vision sur 3 à 5 ans maximum, surtout au rythme où vont les choses maintenant. Mais je pense que c'est à nous d'offrir encore plus de services à notre communauté parce qu'on a la chance d'avoir une certaine confiance de la part de cette communauté sur les services qu'on va proposer, qui sont des services parfois mal vus, mais on sait que quand on les achète au travers de Coca ou quand Coca nous les propose, derrière, si on a le moins de problèmes, Coca est là en backup. Donc, je pense que le fait de développer encore plus des services pour cette communauté, que ce soit des services qui font du sens, de travailler aussi avec plein de sociétés, que ce soit des sociétés plus locales, que ce soit des entrepreneurs qui mettent en avant certains produits, le fait de pouvoir, on l'a vu, on a été très proactif pendant la période de Covid où on a mis nos ressources à nous, en grande partie à nos frais pour justement aider des gens qui étaient dans le besoin. Donc, ça fait partie un petit peu des valeurs de Coca, cette bienveillance, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Donc c'est des choses qu'on veut aussi renforcer en fait dans le futur, et puis aussi de renforcer le fait qu'aujourd'hui on puisse peut-être repartager des produits qu'on a déjà acquis sur Coca avec d'autres membres de la communauté, au lieu d'avoir un côté où Coca nous propose un produit, j'utilise 2 fois puis après je le jette, de pouvoir le remettre dans le circuit, puis de permettre à un autre membre de la communauté de pouvoir l'utiliser parce qu'il en aurait potentiellement besoin. Donc vraiment d'avoir un truc qui soit un tout petit peu plus, je veux dire en termes de philosophie, un peu plus orientée avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tu nous parles de vision à 3 ans, tu nous parles de valeurs. Toutes ces choses-là, elles sont énoncées dans une espèce de brain book ou comme ça, ou ça gravite autour de Pascal? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on est en plein sur le sujet maintenant, parce qu'on vient de passer en mode holacratique. Donc, l'idée, d'ailleurs, on a une keynote Coca très prochainement où justement la vision va être exposée. Et l'idée, c'est de nouveau réexpliquer les valeurs de base de Coca. Et je pense que c'est important d'aligner tout le monde, puis après de prendre équipe par équipe et de réexpliquer la vision, de dire voilà, la vision c'est ça, c'est ce qu'on veut atteindre dans 3 ou 5 ans, puis voilà comment on va y arriver, voilà, de montrer les milestones, de dire voilà, la première étape ce sera ça, la deuxième étape ce sera ça, il faut que ça parle aux gens, parce que une vision c'est toujours très abstrait en fait, mais par contre d'expliquer un petit peu comment on va y arriver, puis d'avoir quelque chose de plus tangible, et puis d'expliquer notre mission actuelle, et puis de vraiment venir avec des points qui sont intéressants, là ça parle aussi plus aux équipes, parce que c'est bien beau d'évoquer une vision, mais si on ne sait pas comment on va y arriver, c'est toujours plus embêtant. Donc le fait aussi d'embarquer tout le monde, donc on est en plein dans ce travail-là, et c'est un travail qui n'est pas juste très simple, où on se dit tiens on va faire ci, ça, c'est un travail de longue haleine, et c'est pas un travail que je fais seul, c'est un travail que je fais aussi avec mes collègues. Donc pour moi c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Moi la question que je trouve intéressante, c'est par rapport aux indicateurs en fait. Tu vois, parce que toi tu nous parles de vision, etc., etc. Après il y a la réalité du terrain. Tu vois peut-être ça entre comment tu alternes une vision à moyen et long terme et puis des indicateurs court terme, ou est-ce que tu n'en as pas des indicateurs court terme? Chaque équipe travaille avec ses OKR qui découlent justement de la vision et puis des milestones qu'on a définis. Donc chaque équipe vient et dit voilà, nous, nos OKR c'est ça sur 1 année, sur 2 ans, sur 3 ans. Et puis ça permet vraiment d'avoir, après bien sûr ça peut être revu en tout temps, mais ça permet aux équipes de elles-mêmes se responsabiliser et venir avec les OKR qui sont en ligne avec la vision, qui sont en ligne avec les valeurs et avec le chemin qu'on veut prendre pour atteindre cette vision. Donc pour nous, c'est un peu comme ça qu'on travaille. On entend souvent que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de qui gère son entreprise de manière émotionnelle surtout, et que c'est autour de toi qu'il y a des gens qui peut-être recadrent de temps en temps. Quand tu commences une journée, tu sais comment elle va se dérouler, ou c'est la surprise? Alors, je sais comment elle va se dérouler parce que j'ai un agenda qui est relativement bien rempli, mais j'aime bien laisser une porte ou une espèce de plage d'imprévu. Donc, c'est vrai que j'aime bien ce côté effectivement instinctif qui permet des fois de changer de cap, de challenger certaines choses. Et un de mes rôles au sein de Coca, c'est d'être agitateur. Donc, ça me permet de pouvoir rentrer dans certaines réunions, puis d'écouter, puis de dire ok, mais puis juste de challenger les choses, mais toujours de manière bienveillante. Moi, ce qui me surprend, c'est que quand on est quelqu'un comme on te décrit, les gens qui sont là depuis longtemps avec toi, ils s'épuisent pas. Écoute, j'ai pas le sentiment qu'ils s'épuisent. J'ai plutôt le sentiment que on arrive à évoluer ensemble. Donc si quelqu'un trouve que je sais pas, je suis trop pushy, j'ai la chance d'avoir justement ces gens qui vont me dire écoute là, je trouve que t'es trop pushy, ça va pas. Donc on sait qu'il y a un climat de confiance.
Et ça, pour moi, ça vaut plus que tout. Si tu es en confiance, tu vas pas t'essouffler parce que si la personne est assez réceptive en face de toi, elle va aussi évoluer. Donc j'essaye d'évoluer sur peut-être certains traits ou certains défauts qui peuvent peut-être déplaire à certains de mes collègues, mais je perds pas mon identité et puis j'avance quand même comme j'ai envie d'avancer. Donc 17 ans après, tu es toujours aussi barge? Écoute, peut-être que je suis un tout petit peu plus sage qu'avant, mais j'aime bien garder ce côté barge, ce côté décalé, et puis tant que ça permet d'avancer et puis que ça permet d'apporter un regard nouveau, je pense que pour moi c'est important de le conserver. Tu l'avais déjà ce côté-là dans ta vie avant Coca? Oui, je crois que j'ai toujours été un petit peu, je dirais, avec une approche différente. C'est vrai que j'ai toujours été aussi éduqué comme ça. C'est que pour moi, le verre, il est toujours plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc oui, il y a des situations dramatiques, mais il y a toujours un angle qui peut être perçu d'une manière positive. Et ça, c'est sans aucune naïveté. C'est vraiment, je pense fondamentalement que même sur des points qui sont hyper négatifs, des fois, je me marre puis je dis à mes collègues, mais en fait, ça sert à rien de pleurer pour ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'on peut changer la chose? Non. Donc, on avance et puis on tire une leçon de ça et puis on le tourne de manière positive. Et puis ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je dis pas que je suis toujours comme ça, parce qu'il m'arrive aussi d'être dans un mauvais jour ou d'être peut-être imbuvable. Ça peut arriver. Je veux dire, je reste humain, mais je préfère privilégier le côté où on tourne une perspective différente que ce qu'elle peut paraître. En 2005, quand tu lances Coca, tu travailles encore à côté, puis d'un coup, tu décides d'arrêter tout et de te lancer à 100% là-dedans. Ils en pensaient quoi, ta famille, tes proches? Moi, j'ai toujours eu un grand support de la part de ma famille, donc il y avait pas de raison de dire écoute non, tu vas te planter ou quoi. Je veux dire, ça faisait 4 ans que j'avais démarré Coca, j'avais déjà alors bien sûr que je partais pas pour gagner plus, mais je partais plus pour faire évoluer mon projet. Après, mon risque il était quand même vachement limité. Je veux dire, même si je m'étais planté, et alors, je veux dire, c'est pas grave, j'aurais retrouvé un autre job et puis je serais reparti de plus belle. Donc, j'avais pas vraiment cette crainte-là. Et même quand j'ai rejoint Coca, on était 6. Donc pour moi, c'était important de pouvoir être plus proche des gens et de pouvoir aussi insuffler le spirit que je voulais pour pouvoir développer les choses comme je le souhaitais. Est-ce qu'il y a une rencontre avec une entrepreneuse ou un entrepreneur qui a changé ta vie, ta manière de voir le business? Alors, j'ai pas une rencontre en particulier qui fait que ça m'a fait complètement changer, mais j'ai toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des entrepreneuses ou des entrepreneurs qui, pour moi, ont été super enrichissantes. Parce que, bien sûr, tu es formaté, tu as un certain caractère, tu te dis, ouais, de toute façon, je fais comme ça, j'avance comme ça. Alors moi, j'aime bien faire les choses. C'est-à-dire que partir dans des théories et autres, ça me parle un peu moins. Mais le fait de pouvoir échanger justement avec certains talents qui soient plus jeunes ou qui soient d'autres horizons, ça m'a vraiment apporté, je dirais beaucoup, en tout cas d'un point de vue mature, et puis de revoir aussi certaines positions que je pouvais avoir. Donc ça m'a permis vraiment de grandir. Et je pourrais pas te dire, voilà, il y a une personne en particulier. C'est vraiment au fil des rencontres, au fil des échanges. Et moi, j'ai toujours accueilli positivement les échanges. Donc c'est même les commentaires les plus virulents, j'ai toujours su derrière me dire, ok, en fait, quel est le message que la personne veut faire passer. Et pour moi, une personne qui prend la peine de donner un feedback, même s'il est très violent, elle a quand même pris sur son temps. Donc ça veut dire qu'au final, c'est quand même bienveillant. Donc j'essaye simplement de me dire, ah ok, ça peut être amélioré, ça peut, et de changer. Et je dirais que c'est ce voyage de rencontre qui fait que en tout cas, tu essayes de naviguer dans la bonne direction. S'il y a des jeunes ou des moins jeunes personnes qui écoutent ce podcast puis qui se disent, tiens, mais moi aussi, je veux lancer un site communautaire, tu leur donnes quoi comme conseil? Moi, je leur donne déjà le conseil de surtout pas baisser les bras puis de se lancer, d'y aller, de vraiment poser clairement la direction vers laquelle ils veulent se rendre, sachant qu'elle peut toujours changer, qu'on doit rester super agile, et puis de faire, quoi, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent me voir avec des idées, mais qui réalisent pas derrière, et les idées on en a tous. Après, il y a l'exécution qui est autant importante que l'idée, si ce n'est plus. Donc moi, j'encourage vraiment les gens à pousser puis à faire. Et là, si je reviens un petit peu en arrière, moi j'ai une question par rapport à quand tu as l'idée de Coca, quand tu rentres des États-Unis, visiblement, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu es passé de l'idée
à cet SARL dans ce garage? Alors, c'est clair que le fait d'avoir les compétences pour créer le site autour de moi et puis de pouvoir participer à ça, c'est un élément déclencheur. Le fait de pouvoir aussi clairement échanger avec mon boss de l'époque, puis lui dire voilà, j'ai ce projet-là, et puis que lui me dise écoute, top, vas-y, tant que ça influence pas ton job, fais-le. De toute façon, il savait que j'étais déterminé et que j'allais le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de donner un élément déclencheur. C'est plus l'écosystème. Alors moi, j'ai souvent créé des choses au parallèle. J'avais une autre boîte avant. J'ai toujours été démerde sur cet aspect-là. Donc ça m'a pas vraiment fait peur. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que des fois, quand tu n'es pas trop conscient des risques que tu peux avoir, tu fais beaucoup plus de choses. Moi, je me rappelle d'un projet qu'on a failli pas faire à l'interne de Coca parce que les avocats nous disaient que c'était pas possible, qu'il y avait trop de risques, que ci, que ça. Et au final, j'ai dit, écoutez, vous savez quoi? J'ai la moitié des gens qui sont avec moi, l'autre moitié qui est contre. On va quand même le faire parce que moi, j'y crois. Et au final, je m'étais laissé polluer par tous les avertissements, toutes les choses. Donc, j'étais trop conscient. Et le fait d'être trop conscient m'aurait pas fait faire le projet. Par contre, le fait d'être un peu inconscient permet de vraiment aller plus loin, puis de se dire ok, c'est pas grave, on se lance, on fait, puis on avisera plus tard. Et ça, c'est valable pour passablement de projets. Il vaut mieux demander pardon que de demander l'autorisation? Alors moi, j'adhère grandement à cet adage. Tu t'es senti entrepreneur depuis toujours ou c'est quelque chose qui est venu par ton éducation, tes parents, ton entourage, ou c'est quelque chose que tu avais en toi? Écoute, moi j'ai toujours eu en moi le souhait de partager des bons plans avec des potes, de aussi créer des choses, de me débrouiller aussi pour gagner de l'argent quand j'étais en études, de pouvoir monter des trucs. Donc si tu veux, il y a un côté, je pense, d'éducation certes, mais il y a aussi un côté de volonté de ma part de prendre certains risques parce que je veux dire, on a la chance d'être dans un écosystème quand même en Suisse qui est ultra privilégié et ça serait, en tout cas selon moi, ça aurait été bête de pas essayer vu, je dirais, ma motivation de l'époque. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Pascal. Comme il nous le raconte, l'important dans son aventure, c'est cet état d'esprit d'agir, de faire. Il a su trouver et s'entourer des bonnes personnes qui ont également cette mentalité, cette envie de faire, cette envie d'entreprendre. Et on ne retrouve pas cette qualité sur un CV, mais on la découvre en faisant ensemble. Et c'est d'ailleurs cette volonté de faire avancer le projet dans une direction commune qui a emmené Coca.ch là où la plateforme en est aujourd'hui. On comprend également en écoutant Pascal l'importance de responsabiliser les gens et les équipes et surtout de leur faire confiance. Car c'est uniquement dans un climat de confiance qu'on va oser entreprendre, oser faire, quitte à parfois se tromper, auquel cas on pourra toujours réparer, apprendre et continuer. D'où l'importance pour toutes les équipes de connaître la vision d'une part, mais également les valeurs et les étapes pour atteindre cette vision afin d'avoir des éléments tangibles pour agir et pas uniquement des concepts de vision et autres. J'ai évidemment beaucoup aimé découvrir ce que ça implique de considérer ses clients non pas comme de simples clients, mais bien comme les membres d'une communauté avec lesquels Pascal aime échanger et partager des expériences, mais surtout avec une perspective de temps plus long qu'on le ferait si on regardait que sur du court terme. C'est, je pense, c'est cet état d'esprit qui permettra à Coca.ch de continuer à durer dans le temps comme il le fait depuis qu'il a démarré. Enfin, je retiens de cette rencontre avec Pascal cette détermination à toujours voir le verre à moitié plein et à continuer encore et encore à proposer des choses nouvelles. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les OKR dont nous parle Pascal, je vous recommande le livre de John Doerr, D-O-2-R, Mesurer ce qui compte.